Bob Dylan, la légende de la musique aux chansons d'amour immortelles, a un jour fait sangloter le monde entier avec ses textes. Cependant, dans sa propre vie amoureuse, il était comme un vagabond sans destination, jusqu'à ce qu'il avoue « Elle était l'amour de ma vie ». Alors, qui était cette femme mystérieuse? Pourquoi a-t-il gardé cette histoire secrète pendant tant d'années? Ne quittez pas la vidéo des yeux, car voici l'amour qui a changé le cœur de Bob Dylan et qui pourrait vous faire croire au destin. Avant de découvrir l'identité de celle que Dylan a appelée l'amour de sa vie, prenons le temps de réfléchir à son parcours romantique et aux personnes qui ont contribué à façonner non seulement l'homme, mais aussi la musique intemporelle qu'il a créée. Les premiers morceaux cassés. Lorsque Bob Dylan est arrivé à New York au début de l'année 1961, armé d'une guitare, d'une ambition et d'une âme romantique, il n'était qu'un jeune homme du Minnesota désireux de se faire une place dans le monde de la musique. C'est alors qu'il rencontre Suze Rotolo, une jeune fille aux yeux brillants, à l'esprit radical et à l'âme artistique brûlante. Cette rencontre fatidique a non seulement marqué le début de l'amour profond de Dylan, mais elle est aussi devenue le catalyseur des chansons qu'il a écrites tout au long de sa vie, ouvrant une période inspirante dans sa carrière. Rotolo n'avait que 17 ans à l'époque, mais elle était déjà mûre dans sa réflexion. Fille d'immigrés communistes italiens, elle a grandi dans un environnement où l'on discutait d'injustice sociale, de droits de l'homme et d'art. Pour Dylan, Suze était une bouffée d'air frais. Il n'était pas seulement attiré par sa silhouette mince et ses cheveux bruns flottants, mais aussi par son esprit révolutionnaire, son intelligence aiguisée et sa liberté d'esprit. Elle était plus qu'une petite amie, c'était un guide. C'est Suze qui lui a parlé du meurtre brutal d'Emmett Till, un jeune garçon noir assassiné en 1955. Cette histoire déchirante a hanté Dylan et l'a inspiré pour écrire The Death of Emmett Till, sa première ballade de protestation, le début de la musique folk à caractère social qu'il créera par la suite. Suze a également ouvert à Dylan les portes de l'art et de la politique européen en lui faisant découvrir Bertolt Brecht, Picasso, Rimbaud et les débats sur Marx, l'inégalité et la liberté. Chacune de leurs conversations ne portait pas seulement sur l'amour, mais aussi sur un voyage de prise de conscience, d'illumination et de construction d'une vision du monde. Leur amour s'est épanoui dans leur écriture. L'image de Suze se blottissant contre Dylan, les mains dans les poches de son manteau dans la neige new-yorkaise, sur la couverture de The Freewheelin' Bob Dylan, est devenue un symbole immortel, non seulement de la musique, mais aussi d'une époque d'art, de liberté et d'aspiration de la jeunesse. Et sur cet album, il y avait des chansons comme Don't Think Twice, It's All Right, Boots of Spanish Leather et Tomorrow is a Long Time, qui toutes avaient Suze à l'esprit. Mais ensuite, comme pour beaucoup de premiers amours intenses, les pressions de la célébrité, de la distance et de la différence ont progressivement érodé leur relation. En 1962, Suze part étudier en Italie, un vide qui laisse Dylan dans l'incertitude. À son retour, la relation n'est plus la même. Suze se sent engloutie par l'ombre grandissante de Dylan, alors qu'elle aspire toujours à être elle-même, une artiste, une personne indépendante. À la fin de l'année 1963, ils se séparent. Dylan, en colère et blessé, écrit Ballad in Plain D, une chanson qui exprime la douleur et l'amertume de la séparation. Des décennies plus tard, il a admis que c'était l'un des plus grands regrets de sa carrière. Je n'aurais jamais dû rendre ma vie personnelle publique. Pour sa part, Suze s'est retirée des feux de la rampe, menant une vie tranquille mais artistique. Elle s'est mariée, a eu des enfants, a enseigné et peint. Ce n'est qu'en 2009 que Suze a pris la parole en publiant ses mémoires. A Freewheelin' Time, non pas pour se justifier ou raconter une histoire, mais pour réécrire l'histoire de son point de vue, celui d'une jeune fille tombée amoureuse d'un jeune artiste et qui, ensemble, ont illuminé une époque. Le 25 février 2011, Suze Rotolo s'est éteinte après une longue bataille contre la maladie, mais l'image d'elle, ses yeux brillants, tenant la main de Dylan dans la rue, perdure, non seulement dans la célèbre photo, mais aussi dans la mélodie même qui a été écrite à son sujet. Si Suze était l'étincelle de la jeunesse, Sarah Lowndes s'est venue à Dylan comme une destination. Ils se sont rencontrés en 1964. Alors que Sarah était encore mariée au photographe Hans Lowndes, et elle était l'incarnation de la maturité, douce, réservée et dotée d'une profondeur cachée dont Dylan ne pouvait s'éloigner.
Bien qu'à l'époque, Dylan formait un couple de pouvoir avec Joan Baez, célèbre chanteuse folk, et militante politique convaincue, la décision d'épouser Sarah a stupéfié à la fois les médias et les fans. Pourquoi pas Joan? Se sont demandé beaucoup de gens. Miles Dylan, comme à son habitude, ne s'est pas expliqué. Peut-être que pour lui, l'amour n'avait pas besoin de raison. En 1965, Dylan et Sarah se marient lors d'une cérémonie secrète. Ils fondent rapidement une famille et ont 4 enfants ensemble, dont Jacob Dylan, qui deviendra plus tard le chanteur du groupe The Wallflowers. Dans les premières années de leur mariage, Dylan se tient à l'écart, passant du temps avec sa famille, et écrit des chansons plus calmes et plus introspectives. Plusieurs chansons de Blood on the Tracks, telles que If You See Her, Say Hello et You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, étaient censées parler de Sarah, en particulier lorsque leur mariage a commencé à s'effriter. Contrairement à Suze, Sarah n'apparaissait pas en public, ne parlait pas et ne discutait pas. Mais elle était le rock tranquille de Dylan, celle qui lui donnait le sentiment d'être aimé, en sécurité et d'être son père. Dans ses mémoires Chronicles, Dylan parle de Sarah avec une profonde affection. Elle me comprenait, et parfois cette compréhension me faisait peur, mais l'obscurité s'insinue toujours. La célébrité, les tournées et les aventures extra-conjugales ont progressivement déchiré leur mariage. En 1975, Dylan enregistre Desire, dont l'une des chansons les plus émouvantes est Sarah. En studio, il chante cette chanson à sa femme, sans jamais la quitter des yeux. Sarah, Sarah, qu'est-ce qui t'a poussé à changer d'avis? Sarah est restée assise, silencieuse, sans répondre. La chanson est une confession, une tentative de réconciliation, une fin pleine de regrets. Bien qu'ils aient fini par se séparer, Sarah est restée la femme la plus importante dans la vie de Dylan. La chanson Make You Feel My Love, sortie près de 20 ans après leur divorce, est largement considérée comme le message tardif qu'il lui a adressé. Un témoignage que le véritable amour, une fois réel, ne s'estompe jamais. Au milieu des années 1960, période faste de l'histoire américaine marquée par l'explosion du mouvement anti-guerre, du mouvement pour les droits civiques et de la musique folk. Les noms de Joan Baez et de Bob Dylan se sont rencontrés comme par hasard. Il s'agit non seulement de 2 artistes qui ont exercé une forte influence sur la société, mais aussi de 2 âmes en phase avec l'amour et la musique. Quand l'amour se transforme en musique immortelle. Joan Baez était une icône de la musique folk au début des années 60. À l'époque, elle était connue comme la reine du folk, avec une voix de soprano claire, pure et puissante, porteuse d'un message de paix et de résistance. Bob Dylan n'était alors qu'un jeune musicien inconnu du Minnesota qui venait d'arriver à New York, une guitare acoustique à la main, avec le désir d'écrire la vérité à travers la musique. Leur première rencontre a lieu en 1961 à Gaird's Folk City, un club de musique folk de Greenwich Village. Baez est déjà connu et Dylan n'est qu'un auteur-compositeur en herbe. Mais en peu de temps, les paroles acérées, sombres et parfois excentriques de Dylan touchent l'âme de Baez. Ils deviennent rapidement amants. Mais il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'amour entre 2 personnes, mais aussi de la rencontre de 2 courants artistiques. Baez a commencé à emmener Dylan dans ses tournées, à le laisser chanter en premier et à le présenter à son public. Elle ne s'est pas contentée de soutenir Dylan. Elle l'a aussi aidé à écrire des chansons d'un profond humanisme, liées à des mouvements sociaux. Entre 1963 et 1965, Dylan et Baez ont été comme le couple en or de la musique folk. Ils ont chanté ensemble lors de grands concerts, notamment lors de la marche sur Washington où Martin Luther King Jr. a prononcé son discours I Have a Dream, et lors de campagnes pour les droits civiques, a prononcé son discours I Have a Dream, et des campagnes pour les droits civiques. Joan Baez a toujours soutenu Dylan avec ferveur, non seulement par amour, mais aussi parce qu'elle reconnaissait en lui un génie. Dylan est celui qui a redéfini la musique folk, en y insufflant de la philosophie, de la critique sociale et une émotion personnelle intense. Mais Dylan était une âme complexe. Il était mystérieux, introverti, instable et quelque peu cruel dans ses relations personnelles. Alors que Baez se restait fidèle à la musique folklorique traditionnelle et aux valeurs humanitaires, Dylan a commencé à changer de direction. Il s'est aventuré dans le folk rock, a ajouté l'électronique à sa musique et a exploré de nouveaux aspects de l'art. Cette révolution ébranle ses fans.
mais en même temps, elle provoque une distance croissante entre lui et Joan. Vers 1965, leur relation prend fin. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, pas de scandale public, mais ses proches savaient que c'était Dylan qui était parti. Peut-être pour son art, peut-être parce que Dylan ne voulait pas s'attacher, ou simplement parce qu'il ne savait pas comment entretenir un amour durable. Joan Baez a déclaré plus tard qu'elle avait le cœur brisé au point de ne plus pouvoir chanter lorsque Dylan a disparu de sa vie. Cependant, elle n'a pas gardé de rancune. Au lieu de cela, elle a écrit la célèbre ballade Diamonds and Rust, une chanson magnifique, triste et obsédante sur un ancien amant qui a laissé des diamants dans sa mémoire et de la rouille dans son cœur. Bien qu'ils ne soient plus ensemble, Dylan et Baez se retrouvent toujours. Ils ont fait une tournée ensemble en 1975 dans le cadre de la Rolling Thunder Revue et se sont parfois produits ensemble sur scène lors d'occasions spéciales. Malgré la distance, leurs regards l'un vers l'autre sont empreints de nostalgie, comme si quelque chose n'avait pas été dit. En 2009, dans le documentaire Joan Baez, How Sweet the Sound, Dylan a pour la première fois exprimé publiquement ses regrets pour la façon dont il l'avait traitée. Je ne peux pas dire que j'avais raison, mais peut-être que je voulais juste qu'elle échappe à la tempête dans laquelle je m'enfonçais, a déclaré Dylan de manière énigmatique. En 2010, lors du concert de la Maison-Blanche sur les droits civiques, ils ont à nouveau partagé la scène. Mais cette fois, il n'y a pas eu de poignée de main, pas de regard plein d'âme. Ils se tenaient là, deux individus légendaires, portant en eux un magnifique passé commun qui n'existe plus que dans de vieilles chansons. Si je devais choisir une image pour leur relation, ce serait probablement celle d'une vieille chanson jouée au milieu de la nuit, qui n'est plus claire mais pleine d'émotions. Dylan et Baez étaient de plus qu'un couple amoureux. Ils étaient des artistes qui ont canalisé leur amour dans le courant musical de leur époque. Leur histoire est de la preuve que, parfois, les âmes sœurs ne parviennent pas nécessairement au bout du chemin ensemble. Mais l'héritage qu'ils ont laissé au monde est toujours là, immortel, aussi vivant que les mots qu'ils ont chantés. L'amour inexprimé. Parmi les femmes qui ont marqué le cœur de Bob Dylan, Mavis Staples occupait une place très particulière. Non seulement elle est une chanteuse légendaire de soul et de gospel, mais elle est aussi la seule femme que Dylan ait publiquement admis avoir demandé en mariage. Cependant, la demande en mariage n'a pas abouti, laissant derrière elle l'un des chapitres les plus discrets, mais aussi les plus profonds de la vie de cet artiste réputé pour sa discrétion. La rencontre fatidique entre Dylan et Mavis a eu lieu au début des années 1960. Une période vibrante et turbulente de l'histoire américaine, où la musique n'était pas seulement un art, mais aussi la voix de la lutte sociale. Mavis était alors la chanteuse principale des Staple Singers, le célèbre groupe de gospel de sa famille, dirigé par son père charismatique, Mr. Roebuck Pop Staples. Le groupe n'a pas seulement connu le succès artistique, il a aussi joué un rôle de pionnier dans le mouvement des droits civiques, avec des chansons prônant la justice, l'égalité et la paix. Bob Dylan, qui était alors un jeune artiste cherchant encore sa voix, a été fortement attiré par l'esprit et la voix émotionnelle de Mavis. Il a déclaré un jour que lorsqu'il a entendu sa voix pour la première fois, il a ressenti un pincement au cœur, un sentiment que peu de personnes, voire aucune, ne lui avaient jamais procuré auparavant. Les deux se sont rapidement rapprochés. Ils se sont produits ensemble lors d'événements musicaux-sociaux, ont participé à des mouvements contre la guerre et le racisme, et se sont liés non seulement par la musique, mais aussi par leurs idéaux. Bob Dylan s'est rendu chez Mavis et a rencontré sa famille, ce qui n'est pas un geste anodin pour quelqu'un qui a toujours gardé ses distances. Il a même demandé à son père, Pop Staples, la permission de l'épouser. Mais à cette époque, malgré leurs sentiments profonds, tous deux étaient encore très jeunes. Mavis avait la réserve d'une femme de couleur grandissante à une époque de barrière raciale, tandis que Dylan entrait dans une période de célébrité explosive, pris dans le tourbillon d'une carrière et d'une célébrité incontrôlée. En fin de compte, ils ne se sont pas unis. Dans les décennies qui ont suivi, bien que chacun ait suivi sa propre voie, leur amitié a continué à brûler comme un feu silencieux dans le cœur des fans. Ils se sont retrouvés à de nombreuses reprises lors de spectacles, collaborant même sur certains projets musicaux. Dans une interview accordée au Guardian en 2016, Mavis s'est souvenue du moment émouvant où elles se sont retrouvées dans les coulisses d'un spectacle. Dylan lui sourit et lui demande, en plaisantant à moitié, «
Pourquoi ne m'as-tu pas épousé? Mavis sourit tristement et avoue, cela fait des années que j'y pense. C'est probablement la chose que je regrette le plus dans ma vie. Cette relation, qui ne s'est pas transformée en mariage, qui n'a pas eu une fin parfaite comme dans un roman, existe toujours comme une mélodie inachevée dans le cœur des deux artistes, prouvant qu'un amour n'a pas besoin d'un nom pour devenir éternel. Si l'histoire d'amour avec Mavis Staples est une chanson d'amour silencieuse et pleine de regrets, le mariage de Bob Dylan avec Caroline Dennis est un chapitre qui a presque été effacé de sa biographie officielle, jusqu'à ce que le secret soit révélé. Caroline Dennis, également connue sous le nom de Carol Dennis, n'est pas une inconnue dans le monde de la musique. Chanteuse d'accompagnement talentueuse, elle a participé aux tournées et aux studios de légendes tels que Stevie Wonder, Bruce Springsteen et Michael Jackson. La carrière professionnelle de Caroline et son mode de vie privé font d'elle la compagne idéale d'un artiste privé comme Dylan, qui souhaite toujours garder sa vie privée à l'écart. Ils se sont rencontrés alors que Caroline était en tournée avec Bob Dylan dans les années 1980, une période où Dylan remaniait sa musique et expérimentait de nouvelles directions. Leur relation s'est développée discrètement, sans aucune confirmation de la part de la presse ou du public. En 1986, ils se sont mariés en secret, un événement qui n'a pas été rapporté par la presse, sans paparazzi, et qui n'a été connu que de quelques amis proches. La même année, ils ont accueilli leur fille, Desiree Gabrielle Dennis Dylan. Pendant près de 6 ans de mariage, leur vie de famille est restée complètement à l'écart des projecteurs des médias. Dylan a continué à tourner sans relâche, conservant une image indépendante et mystérieuse aux yeux du public. Caroline a poursuivi sa carrière sans jamais exploiter sa relation avec Dylan pour promouvoir son nom. Ils se sont mis d'accord pour tout garder privé, non pas pour se cacher, mais pour protéger un espace paisible pour leur famille et leur fille. En 1992, ils divorcent discrètement, pas de scandale, pas de dispute, pas de commentaires. Caroline et sa fille poursuivent leur vie paisiblement, et Dylan lui-même ne les mentionne jamais dans ses interviews. Ce n'est qu'en 2001 que le secret a été rendu public lorsque le biographe Howard Soons a publié Down the Highway, The Life of Bob Dylan. La communauté musicale a été stupéfaite de découvrir que Bob Dylan, qui a déclaré un jour « Je n'appartiens à personne », menait une vie tranquille de père et de mari depuis près d'une décennie. Interrogée sur ce silence, Caroline Dennis a répondu simplement mais avec compréhension. « Nous n'essayons pas de cacher quoi que ce soit. Nous voulions simplement garder pour nous une partie de notre vie. Et surtout, nous voulions protéger notre fille des regards indiscrets. Bob était un père formidable. Et pour moi, c'était la chose la plus importante. Désirée, leur fille, a grandi dans une paix que peu d'enfants de célébrités ont. Bien qu'elle soit le fruit d'un amour discret, elle est un magnifique témoignage d'une relation qui semble avoir été oubliée dans l'histoire de la musique moderne. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si 2 étoiles brûlant dans le ciel de l'art entraient en collision? Bob Dylan, l'icône intouchable de la musique des années 60, et Edie Sedgwick, la muse éblouissante dans le monde surréaliste d'Andy Warhol. L'un porte des ballades déchirantes, l'autre émerge des flashs et d'une ivresse sans fin. Étaient-ils vraiment amoureux ou n'étaient-ils que 2 âmes solitaires se rencontrant accidentellement dans un bref moment entre la lumière et l'obscurité? L'ombre de la vanité. À la fin des années 1960, alors que le monde est secoué par la musique, la guerre et la rébellion, 2 noms, Bob Dylan et Edie Sedgwick, sont comme 2 planètes brûlantes qui se frôlent dans le ciel artistique. Dylan se transforme alors de poète folk en icône rock de l'époque. Edie, la fille en or dans le monde d'argent d'Andy Warhol, était un symbole de beauté, de rébellion et de fragilité, comme une flamme à la fois brillante et facile à éteindre. Pendant une courte période, le lien qui les unissait semblait aussi clair qu'un souffle dans le froid de l'hiver. Vague, fragile, mais indéniable. Il ne s'agissait pas vraiment d'une histoire d'amour officielle, plutôt d'une étincelle qui a gelé puis disparu, mais cela a suffi à créer une anecdote qui a perduré pendant des décennies. Née dans une famille riche et puissante, l'enfance d'Edie Sedgwick a été marquée par un traumatisme émotionnel et un contrôle impitoyable. Les vastes ranchs californiens où elle grandit n'offrent aucune liberté, mais seulement une toile de fond pour une âme emprisonnée dans les attentes et les pressions. Lorsqu'elle a tout quitté pour New York,
Eddie a emporté avec elle la beauté sauvage et le charme innocent d'une fille qui avait vécu dans l'ombre pendant trop longtemps. Elle devient rapidement la It Girl de Warhol, une muse scintillante dans les films expérimentaux, une toile vivante du surréalisme, une icône vivante du pop art. Mais plus Eddie s'enfonce dans le monde somptueux de Warhol, plus elle se perd. Fêtes sans fin, Pilules Blanches, tournage de films sans fin, tout cela a créé une scène glamour mais froide, où elle s'est peu à peu perdue. Bob Dylan, à l'époque, était un phénomène musical, à la fois une expression poétique de l'humanité et une rébellion émouvante. Contrairement à Warhol, qui a utilisé Eddie dans le cadre d'un projet artistique, Dylan, s'il avait aimé Eddie, aurait pu voir en elle quelque chose d'humain, vulnérable, authentique et désireuse de se libérer. On dit que Dylan a essayé de sortir Eddie de la cage dorée que Warhol lui avait construite. Certains amis d'Eddie ont déclaré qu'elle était tombée amoureuse de Dylan, non seulement pour sa musique, mais aussi parce qu'il représentait un salut, une bouffée d'air frais dans une pièce remplie de fumée psychédélique. Certains ont affirmé que les chansons Just Like a Woman et Leopard Skin, Pillbox Hat, sont des portraits voilés. Dylan parle d'une femme contradictoire, à la fois séduisante et vulnérable, à la fois forte et brisée. Bien qu'il ne l'ait jamais admis, il y avait quelque chose dans sa façon de chanter, dans l'harmonica rock, dans les moments calmes de la mélodie, quelque chose qui ressemblait à un adieu. La relation, si elle a existé, s'est rapidement effondrée. En 1965, Dylan se marie secrètement avec Sarah Londs, ce qui choque Eddie. Cette déception, combinée à la froideur croissante de Warhol, semble avoir poussé Eddie un peu plus loin sur la pente. Warhol, qui l'avait hissé au sommet, était aussi celui qui l'a remplacé facilement par de nouvelles muses. Et Eddie, après tous les flashs et la fumée de cigarettes, est resté seul avec sa dépendance, ses hospitalisations en psychiatrie et sa dépression écrasante. En 1971, à l'âge de 28 ans, Eddie Sedgwick meurt d'une overdose dans son sommeil. Sa mort a été comme la fin silencieuse d'une chanson qui avait résonné dans toute la ville. Tragique, mais aussi d'une tranquillité déchirante. Que l'histoire d'amour entre Eddie et Dylan ait été réelle ou non, elle est devenue un élément indispensable de la légende des deux artistes. C'est l'histoire d'une époque folle, où l'art et l'obsession s'entremêlent, où la beauté s'accompagne toujours d'autodestruction. Et bien que personne ne sache avec certitude à quel point Dylan l'aimait, quelque part dans chaque mot, chaque note qu'il a laissée, Eddie était toujours présente comme une ombre, scintillant puis disparaissant entre la lumière et l'obscurité. Confession ambiguë. Bob Dylan a-t-il jamais aimé Eddie Sedgwick, ou n'était-elle qu'une icône à ses yeux, une muse scintillante mais fragile de l'époque? C'est une question qui hante de nombreux fans et critiques depuis des décennies. Car si Dylan n'a jamais confirmé publiquement sa relation avec Eddie, les traces qu'elle a laissées dans sa musique sont toujours présentes sous forme de couleurs discrètes et obsédantes. Et Eddie, avec toute sa beauté rebelle et sa solitude cachée, reste une partie indélébile du tableau artistique métaphorique de Dylan. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1965, au centre d'art The Factory d'Andy Warhol, où Eddie était l'étoile la plus brillante, et Dylan était déjà un feu brûlant sur la scène folk rock. Ces deux personnes apparemment opposées ont été attirées l'une par l'autre. Eddie était une icône de la mode et une charmante irrévérence de l'époque. Dylan, malgré son arrogance musicale, était attiré par son intériorité troublée et fragile. La rumeur veut que Dylan ait un jour voulu sauver Eddie de Warhol, du monde frivole et tape à l'œil du roi du pop art, où Eddie n'était qu'un beau jouet à exploiter. Bien qu'il n'ait jamais officiellement confirmé leur amour, de nombreuses chansons de Dylan à cette époque évoquent l'image d'Eddie. Un exemple typique est Just Like a Woman, une chanson d'amour douce et triste, qui décrit la beauté radieuse et fragile d'une femme qui sait comment faire fondre les hommes, mais qui pleure silencieusement lorsqu'elle est seule. Ou encore Leopard Skin Pillbox Hat, une douce moquerie teintée d'un brin de sarcasme, apparemment écrite spécifiquement pour Eddie, qui a porté un jour ce fameux chapeau, faisant d'elle une icône de la mode à l'époque. Cependant, leur relation est peut-être restée vague et insatisfaite. Lorsque Eddie apprend le mariage de Bob Dylan avec une autre femme, Sarah Londs, à la fin de l'année 1965, elle tombe dans un état de dépression.
Cela coïncide avec le début d'une toxicomanie plus grave, qui lui fait vivre une série de jours sombres. Edie Sedgwick est finalement décédée à l'âge de 28 ans. Une mort, jeune et triste, qui symbolise la fugacité de l'aura que son époque avait créée. Bob Dylan n'a plus jamais mentionné le nom d'Edie après cela. Mais on pense que son ombre a toujours existé quelque part dans ses textes, comme une blessure cachée que l'artiste n'a jamais exposée. Edie n'est qu'une des nombreuses femmes qui ont traversé la vie de Bob Dylan, chacune lui apportant une histoire, une inspiration, parfois une tristesse persistante dans chaque accord. Tout au long des années 1970, Dylan a entretenu des relations notables avec des artistes féminines talentueuses et charismatiques, non seulement en tant qu'amante, mais aussi en tant que collaboratrice, témoin d'étapes créatives importantes de sa carrière. L'une des relations les plus notables a été celle qu'il a entretenue avec l'actrice Sally Kirkland. Sally n'a pas seulement joué dans le film de Dylan, Reynaldo et Clara, mais a également été sa compagne artistique, participant au processus de production et d'interprétation. Elle est considérée comme ayant profondément compris et partagé avec Dylan pendant la période où il explorait de nouveaux genres et expérimentait avec les images et l'art de la performance. La voix de Sally apparaît également sur l'album Desire, l'un des albums les plus réussis et les plus cinématographiques de Dylan. Peu de temps après, la rumeur veut que Dylan ait une relation avec Ronnie Blackley, une actrice et chanteuse qui a été nominée aux Oscars. Blackley a également rejoint Reynaldo et Clara, et ils ont chanté en duo Hurricane, une ballade contre l'injustice de l'affaire Rubin Carter qui était à la fois politiquement et émotionnellement chargée. La relation entre Dylan et Blackley a été décrite comme étant à la fois passionnée et conflictuelle, reflétant une époque où Dylan était profondément en conflit et transformé sur le plan artistique. Un autre nom associé à Dylan est celui de Chris O'Dell, une ancienne assistante des Beatles qui a assisté à de nombreux événements musicaux emblématiques. Chris a écrit dans ses mémoires que sa relation avec Dylan a été courte, mais profonde. Ils se sont rencontrés lors de concerts, de fêtes discrètes, et ont partagé bien plus que de la musique. Cependant, l'une des femmes qui a eu le plus d'influence sur la vie de Dylan est Ruth Tirangiel, mannequin et actrice qui a été à ses côtés pendant près de 20 ans, de 1974 à 1994. Contrairement à d'autres histoires d'amour éclair, Ruth a été une compagne discrète et de longue durée. Après leur rupture, elle a poursuivi Dylan pour manquement à ses obligations financières. Une affaire qui a été réglée à l'amiable, mais qui a laissé de nombreuses questions sur la vérité qui se cachait derrière cette relation apparemment durable. Bob Dylan a dit un jour « Une chanson, c'est tout ce qui peut marcher tout seul. Peut-être que chaque femme de sa vie, de la fougueuse Edie Sedgwick à la tranquille Ruth, de la forte Sally à la douce Helen, est une chanson qui marche dans sa mémoire. Dans le voyage créatif sans fin d'un artiste qui porte toujours en lui un mystère. Que pensez-vous des femmes qui ont traversé la vie de Bob Dylan? Sont-elles des muses ou les âmes de chansons immortelles? Une légende vivante qui ne recule jamais. À l'âge où de nombreuses personnes choisissent de prendre leur retraite et de réfléchir, Bob Dylan, icône musicale mondiale, continue de repousser les limites de la créativité. Sans ralentir, à 83 ans, il continue de se produire, d'écrire et d'impressionner le public du monde entier par sa ténacité. Son indépendance d'esprit et son attitude artistique incomparable. Son attrait ne s'est jamais démenti. Mais, comme un vieux vin, il s'est renforcé avec le temps. Plus récemment, sa tournée Rough and Rowdy Ways, qui porte le nom de son album de 2020, l'a conduit dans les plus grandes villes du monde. Fait incroyable. Son concert au Royal Albert Hall de Londres en novembre 2024 s'est joué à guichet fermé quelques heures après sa mise en vente. Le Royal Albert Hall, qui a été le témoin des performances historiques des Beatles, de Jimi Hendrix et de Led Zeppelin, a une fois de plus été rempli d'applaudissements pour Dylan. Avec sa voix rauque et profonde, il n'a pas seulement évoqué de vieux souvenirs, il a aussi apporté un souffle très moderne, fascinant même le jeune public. L'endurance physique et mentale de Dylan est étonnante. Malgré son âge avancé et ses nombreux problèmes de santé, Dylan continue de monter sur scène chaque soir, interprétant des dizaines de chansons en continu, sans avoir besoin de se reposer trop longtemps entre les concerts. Cela témoigne non seulement de sa force physique impressionnante, mais aussi de sa loyauté absolue envers la musique.
le seul partenaire qu'il n'ait jamais abandonné. Mais le parcours de Dylan n'est pas seulement présent sur scène. Sa vie est sur le point d'être recréée de manière vivante dans le prochain biopic A Complete Unknown avec Timothée Chalamet. Le film n'est pas simplement une histoire sur la vie de l'artiste, mais une tranche délicate de la période de transformation la plus puissante de Dylan, d'un musicien inconnu qui voyageait à New York dans les années 1960 à un porteur de flambeaux folk, puis à un grand traître lorsqu'il s'est tourné vers la musique électrique. L'œuvre se concentre plus particulièrement sur le Newport Folk Festival en 1965, où Dylan a fait des vagues lorsqu'il a pris pour la première fois une guitare électrique. Parallèlement, le film révèle des relations personnelles profondes, notamment avec deux femmes qui ont eu une grande influence sur sa vie et sa musique, Joan Baez et Suze Rotolo. Ils n'étaient pas seulement des amants, mais aussi des sources d'inspiration. Un murmure musical qui résonne à jamais dans les célèbres ballades de Dylan. Bob Dylan ne se contente pas de vivre dans la musique. Il entretient toujours un lien avec son époque, de manière aléatoire mais profonde, sur la plateforme en ligne. Plateforme X, un espace numérique où Dylan apparaît occasionnellement pour partager ses réflexions sur la culture, l'art et même les événements contemporains. Il surprend souvent ses fans avec des commentaires simples mais significatifs. Il a écrit un court hommage à Bob Newhart, le légendaire comédien qu'il admirait depuis l'enfance, et a posté une photo en noir et blanc du groupe The Rolling Thunder Revue avec la légende « We don't just perform, we live a dream ». Nous ne faisons pas que jouer, nous vivons un rêve. De telles phrases inspirent toujours Dylan et le rapprochent d'un public jeune, ceux qui sont nés après l'âge d'or du folk rock, mais qui sont toujours fascinés par sa voix et ses idées. En dehors de la scène et sur les médias sociaux, Dylan reste un homme aux habitudes simples. Il aime écouter de la musique via les CD, la radio satellite et surtout les disques vinyles. Une façon de revenir à l'époque où le son était primitif et chaleureux. Il avoue passer encore des heures chaque jour à écouter Billie Holiday, Robert Johnson ou même un vieux disque de Mahalia Jackson. Pour lui, la musique n'a jamais été un simple travail. C'est une croyance, un lieu de refuge pour l'âme. Un autre élément intéressant est sa passion pour la boxe, un sport que Dylan pratique depuis les années 1960 et qu'il a conservé jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il ne s'entraîne plus avec l'intensité de sa jeunesse, il conserve l'habitude de faire un peu d'exercice tous les matins et de regarder occasionnellement des matchs de boxe à la télévision. C'est peut-être là une partie du secret qui l'aide à conserver sa forme, impressionnante. Un physique maigre mais souple et un comportement calme mais toujours aussi féroce. Dans sa vie privée, Dylan est ce célibataire, privé et indépendant, comme il l'est depuis des décennies. Il apparaît rarement lors de grandes cérémonies ou d'événements de divertissement. Mais lorsqu'il le fait, le monde de l'art tout entier le regarde. Car Dylan n'a pas besoin des médias, ce sont les médias qui ont besoin de lui. En 2020, il a pris une décision historique en vendant l'intégralité de son catalogue de chansons à Universal Music Group, pour une valeur estimée à 300 millions de dollars. Cette décision marque non seulement un nouveau chapitre dans sa carrière, mais aussi la façon dont Dylan décide du sort de son héritage. Il s'agit d'un immense trésor musical de plus de 600 chansons, dont des chefs-d'œuvre tels que Blowin' in the Wind, Like a Rolling Stone et The Times They Are a-Changin', des chansons qui ont changé le cours de la culture populaire américaine. Il est impossible de ne pas mentionner le prix Nobel de littérature 2016, où Dylan a été officiellement reconnu comme un grand poète, un conteur à travers la musique. Sa victoire a été controversée à l'époque, mais à long terme, elle est devenue un jalon important dans la redéfinition du concept de littérature dans le monde moderne. Ses œuvres, qui mêlent toujours narration, surréalisme et commentaire social, dépassent largement le cadre des chansons. Ce sont des témoignages vivants d'une époque, dont Dylan est le chroniqueur silencieux. Il existe de nombreuses façons de décrire Bob Dylan: poète, musicien, philosophe, rebelle, prophète, ou simplement un conteur à la voix éraillée. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, une chose est indéniable. À 83 ans, Dylan reste une force créatrice irrésistible, une lumière qui ne s'est jamais éteinte. Tout au long de sa carrière, Bob Dylan a entretenu des relations passionnées avec des femmes qui ont eu un impact profond sur sa musique et son âme.
notamment Joan Baez, Suze Rotolo et Sarah Dillon. Comment pensez-vous que l'amour a façonné les émotions et l'écriture de Dylan? Pensez-vous que ces relations tumultueuses ont contribué au romantisme et au cynisme de sa musique? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes.